Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on reprend les lives après une bonne grosse période de vacances avec la nouvelle version de QGIS 3.26 Buenos Aires qui vient de sortir. Bon, je crois qu'elle est sortie il y a une semaine ou deux ou quelque chose comme ça. Et on va voir un peu les nouveautés qu'il y a dessus, sachant que chaque nouvelle version de QGIS apporte son lot de nouveautés. Et on va voir un peu l'utilité, on va voir un peu la nature des nouveautés, voir ce qu'elles apportent, voir les nouvelles fonctionnalités, voir les évolutions, etc. Sachant que à chaque fois, à chaque nouvelle version de QGIS, il y a beaucoup d'évolutions et il faut le souligner et le noter. Donc 3.26, donc c'est pas une long term release, on va voir un peu c'est quoi la long term release actuelle. La long term release c'est à 3.22 et la 3.26 c'est la dernière version sortie. Donc voilà. Donc version comme d'hab disponible sur un peu tout, Mac, Linux, etc. Et là on va un peu analyser les nouveautés qu'il y a. Donc à chaque fois que QGIS, tu vas mettre ça dans la description, dans le chat, mets une doc sur les nouveautés, mets en place une doc sur les nouveautés, parce qu'il y a deux éléments sur chaque nouvelle version de QGIS. Il y a d'une part les nouveautés et d'autre part les bug fixes, donc les réparations de bugs. On va pas voir les bugs fixes, on va juste voir les nouveautés. Donc comme ça permet de se remettre les lives en place après une période de vacances. On va réattaquer les lives sur les sujets. J'ai pas mal de thématiques à aborder, donc il y a de quoi faire d'ici la fin de l'année. Comme d'hab, alors comment ça marche les nouveautés? Souvent sont financées par les sociétés. Donc là on voit les sociétés qui développent les nouveautés, qui développent QGIS ainsi que les nouvelles fonctionnalités, qui les laissent dans le domaine de l'open source. Donc là on voit les sociétés qui ont participé au développement de cette nouvelle version de QGIS. Donc il y en a pas mal. Et c'est ce qui fait le succès de QGIS. C'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui participent à développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, on va voir un peu les nouveautés. Donc, il y a des nouveautés dans le domaine des outils carto, de l'interface, d'accessibilité, de la symbologie, de l'étiquetage, du rendu, des fonctionnalités 3D, des nuages de points, mise en page de cartes, des expressions, de la numérisation, de la gestion des données, des formulaires, des outils d'analyse, de traitement, des modifications sur le projet, des modifications sur les profils plot, donc je crois que c'est des profils topo, sur l'explorateur, sur les fournisseurs de données. QGIS Server aussi va faire office de nouveauté, ça c'est de l'évolution, ça c'est très bien. Programmation et correctif de bugs notables, donc on va voir surtout les premiers éléments. Tac, donc pas mal de nouveautés dans tous les domaines de QGIS, pas mal d'évolutions dans tous les domaines de QGIS. Donc déjà le support DB2 qui était une sorte de base de données fichier a été supprimé. Donc pourquoi pas, c'est vraiment un format de fichier DB2 qui est peu utilisé, qui existe par ailleurs dans certains outils, mais là qui a été supprimé, en tout cas le support a été supprimé de QGIS. Donc les outils carto, qu'est-ce que nous avons comme nouveauté? On va un peu zoomer. Donc ça remarque, et là ça marque le retour au live aujourd'hui. Donc là il est possible de sélectionner à partir du panel les entités. Donc là typiquement, donc là on voit si je sélectionne des entités avec le bouton I, je peux au travers du panneau faire une sélection par attribut. D'accord, donc voilà, clic droit, j'imagine clic droit, et là sélectionner les attributs sélectionner les attributs. Sélectionner par attribut, donc il sélectionne en fonction de l'attribut de l'entité sélectionnée. Pas mal. Ça permet de gagner du temps. C'est toujours dans là, on est dans de l'ergonomie, pas dans du fonctionnel. Cette fonctionnalité. Pardon, alors attendez, je vais juste voir un truc. Cette fonctionnalité existait déjà par ailleurs, mais néanmoins, ça permet d'améliorer l'ergonomie de l'outil. Interface utilisateur. Donc là, oui d'accord, ça c'est pas mal du tout. Ça c'est pas mal du tout. C'est en termes d'interface, c'est l'ordre des coordonnées X ou Y. Donc d'abord X ou d'abord Y, ça c'est pas mal parce que quand je lis les coordonnées en bas à droite, qui sont disponibles en bas à droite, on ne sait jamais l'ordre, bon moi là c'est clair et net. Sélectionner les entités à partir de sélection, donc là c'est vraiment sélectionner les entités à partir de la classification, donc pas mal, ça permet de gagner un peu, de faire des sélections toujours plus rapidement, c'est toujours de l'ergonomie. Tac.
Donc là, c'est un élément qui permet de copier-coller les éléments à partir du, euh, du panneau de gestion d'expression. Pas mal. Pareil, toujours dans l'ergonomie, on sélectionne les entités à partir du panneau d'expression. Donc ça permet de gagner du temps, copier-coller plus rapide. Donc là, ce qui se passe, c'est que il y a une table de statistiques, apparemment, je ne connaissais pas, qui permet de définir les stats en fonction d'une table ou d'une sélection, j'imagine. Je ne sais pas trop comment ça marche. Et apparemment, il y a moyen de la rafraîchir et de la synchroniser avec une sélection. Donc, ok, je ne connaissais pas du tout cette table-là, mais intéressant de savoir que ça existe. D'accord, donc là, en fonction du scroll de la souris, on peut modifier l'opacité d'une couche. Pareil, on est dans de l'ergonomie utile, ça coûte pas cher et c'est toujours très utile. Donc idem, là, on peut scroller la table avec Shift et Wheel, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, ça permet de faciliter la navigation de la table attributaire. Pareil, ça coûte rien, ça améliore l'ergonomie et c'est pas mal. Là, dans la table de symbologie, on peut désormais ajouter des marqueurs, des symboles dynamiques, j'ai envie de dire, comment j'ai appelé ça, avec des symboles animés, pourquoi pas. Si on veut mettre un peu de l'animation sur les cartes, sachant que ça reste en QGIS, je ne sais pas si ça marcherait sur QGIS Server, à voir. Et là, voilà, donc là, on peut animer les symboles nous-mêmes en créant des frames, des motifs d'animation. Donc là, typiquement, ici dans ce symbole-là, c'est une rotation à 360 degrés et elle va se faire frame par frame. Donc pourquoi pas. Désormais, il y a des fonctions d'animation. Voilà. Dans la classification, apparemment, il y a une nouvelle méthode de classification, fixe intervalle. Donc, ce qui permet de créer des classes en usant un intervalle spécifique. D'accord. On dit je veux une classe tous les 50 ou 100 d'un phénomène et lui va le faire. Pourquoi pas. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, custom dash, donc là c'est pour mettre customiser les points. Là, select style catégorie one story, d'accord. Donc là, il est possible de stocker les styles, de choisir les catégories de styles quand ils sont stockés en base de données. Pourquoi pas. Ah, ici, d'accord, catégorie en bas. Donc ça permet de stocker de définir la nature du style qui sont stockés en base de données, puisqu'on peut stocker pas mal d'éléments. De la 3D, de la symbologie, des tables. Donc désormais dans la base de données on peut stocker pas que de la symbologie mais tout type d'éléments qui peuvent influencer le style. Alors, attendez, je vois un petit truc. Là, un petit truc. Donc ça c'est pas mal puisque désormais en base de données on peut stocker tous les types de styles, les étiquettes, la symbologie, les noms, les champs renommés, etc., etc. Donc pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors attendez ça. L'étiquetage. Des éléments pour choisir le point d'accroche des étiquettes. Ensuite, parfait. C'est juste pour vérifier que la vidéo était bien en ligne. C'est parfait. Ensuite, nous avons du quoi? Nous avons l'accrochage en fonction de la position d'un texte. Là, c'est en fonction d'une ligne, là, c'est en fonction d'un texte. Et là, alors ça c'est très bien, parce que l'étiquette c'est un gros point dans les SIG, notamment dans QGIS. Et là, il est possible de déplacer l'étiquette en fonction d'une ligne, enfin en fonction d'un élément. Et ça c'est très bien. Voilà, parce que l'étiquette dans QGIS c'est pas toujours simple. Là, il est possible de modifier les paramètres de WMS quand on appelle un WMS.
de resampling, donc de, comment dire, de rééchantillonnage, j'ai envie de dire, pour le rendre plus simple, plus fluide à la visualisation. Alors là, qu'est-ce que c'est Setting. Il est possible de mettre des masques de vectorisation. Donc ça, à voir. Et là, on arrive dans les fonctionnalités 3D de QGIS qui ont vraiment été développées ces dernières versions. C'est vraiment les grosses features des nouvelles versions de QGIS. Donc là, il est possible. Donc, ça supporte. Donc désormais, les 3D supportent, les objets 3D supportent la semi-transparence. Donc la transparence, pas mal. Là, on voit certains bâtiments extrudés ont des éléments de transparence. D'accord, donc là, il est possible de définir un modèle numérique de terrain à partir du projet qui va faire office de modèle de socle 3D par défaut. Donc là, typiquement, voilà, c'est pour éviter d'à chaque fois respécifier le MNT qui va servir de base de carte 3D. Donc là, ça permet directement de le mettre par défaut et de ne pas avoir à le réactualiser à chaque fois et à remettre les paramètres quand vous créez une nouvelle carte 3D. L'objectif, c'est de faciliter la production de cartes 3D. Synchronisation entre les cartes 2D et 3D. Ça, c'est pas mal. Donc là, pareil, on est dans la navigation 3D. Donc là, c'est vraiment dans la navigation 3D. Donc, ils ont amélioré les éléments de déplacement 3D. Les nuages de points, ça, on n'avait pas vu. Enfin, on avait vu dans QGIS rapidement, mais voilà. Donc ça, c'est très 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 important, surtout avec le lidar de l'IGN. Donc apparemment, il est même possible de le texturer et de texturer le lidar, donc ça c'est bien, et de l'interpoler pour avoir une structure, passer d'un nuage de points, comme ici on voit sur l'image, à une structure, un MNT typiquement, et un modèle texturé. Donc ça c'est très très bien. Donc la 3D, désormais la triangulation qui permet l'interpolation est disponible directement dans les paramètres de visualisation. Pas la peine de créer une nouvelle couche pour ça. Donc là, ils ont optimisé la prise en charge native des nuages de points. Et il est désormais possible ça c'est très bien, de faire des filtres 3D en fonction de caractéristiques. Donc ça en gros c'est du requêtage 3D sur du nuage de points, très utile. Donc pareil, on peut synchroniser les couleurs des nuages de points avec on peut définir on peut mettre en place des classifications, des symboles classés, la classification à partir de paramètres, donc ça c'est pas mal pour colorer notre nuage de points. Mais là on voit des exemples de classification de nuages de points, alors en fonction de la nature du nuage de points. Là, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, là c'est dans la mise en page, là on est vraiment dans la mise en page de carte. C'est mettre en place des styles de police en fonction d'éléments conditionnels. Pourquoi pas? Si on veut faire un peu varier la police en fonction d'éléments, c'est possible. Ici, on peut jouer sur l'échelle, donc quand on met en place nos cartes, donc l'échelle. Donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet de définir les éléments qui vont se mettre au-dessus de la barre d'échelle. Donc là, maintenant on passe dans le générateur d'expression. Merci pour le like. Dans le générateur d'expression, vous avez le between et not between. Pas mal. Là, en plus, on voit que ça prend même en compte des éléments textuels, j'ai envie de dire, et pas que numérique, parce que dans le numérique, il y avait déjà le between en termes d'expression, mais cette fois-ci, ça permet de prendre en compte les éléments textuels. Ou alors, je ne l'avais pas essayé avant, en tout cas, pas mal. Alors, on est dans les fonctions d'agrégation, dans l'expression, dans le générateur d'expression et dans l'intersect. On l'a jamais fait de vidéo spécifique sur ce point-là, mais c'est très puissant. C'est dans le générateur d'expression, on peut mettre en place des requêtes spatiales et l'intersect en fait partie. Donc on peut même mettre en place des fonctions d'agrégation dans les expressions spatiales. Et donc là, c'est un exemple. Apparemment, on peut mettre fast, true en réponse. Donc ça, c'est pas mal du tout. Salut, merci pour le message.
là, ils ont ajouté une checkbox pour désactiver le Vertex Tool, donc l'outil de gestion des vertex qui s'ouvre automatiquement quand on édite des vertex. Donc voilà, ça ils ont mis une nouvelle, ils ont ajouté une checkbox pour activer ou désactiver ça. Là, elle a très bien aussi. Alors ça, j'aime bien cette fonction, c'est qu'ils ont intégré enfin de façon native les formes de dessin dans la barre de digitalisation. À savoir, voilà, là ils ont fait un anneau, donc désormais vous avez de nouvelles fonctions de dessin de manière native dans la barre de digitalisation. Donc là on le voit, tac, sélectionne une forme, bam, il va mettre la forme là. Et ça fait un anneau, donc pas mal. Toutes ces petites évolutions, néanmoins, nécessitent beaucoup de travail. De nouveaux éléments pour la digitalisation avancée, chose qu'on n'a pas trop présentée, mais bon, ça c'est quand on veut se mettre plus en mode DAO qu'en mode SIG. Ça permet d'avoir des fonctions plus pointues de digitalisation. Dans la gestion des données, il y a dans l'onglet règles, il y a désormais une barre de recherche pour rechercher des règles en particulier plus rapidement, surtout si vous mettez beaucoup de règles, parce qu'il est possible que vous mettiez beaucoup de règles en fonction d'échelle, de transparence, etc. Mais là, il est possible de les rechercher au travers de cette barre de recherche. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc là, c'est dans les fonctions d'export d'un GeoPackage. Il est possible désormais d'utiliser l'alias comme valeur pour exporter les noms. Donc ça c'est pas mal, on peut exporter désormais les alias. On peut définir les noms des champs dans l'export en GeoPackage. Donc ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est encore des petites features qui permettent, des petites fonctionnalités qui permettent de faciliter les éléments. Oh là. Donc ça c'est une très grosse feature, c'est le géoréférenceur vecteur, puisque jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui il y avait le géoréférenceur raster, et désormais il y a le géoréférenceur vecteur qui est très utile quand vous avez des vecteurs non projetés. Ça permet de les caler, donc là c'est extrêmement puissant. Je crois que si je vais garder qu'une seule feature dans tout ça, c'est le géoréférenceur vecteur. Donc une seule fonctionnalité dans la nouvelle version, c'est le géoréférenceur vecteur qui est vraiment la fonctionnalité à prendre en compte. Désormais, vous pouvez géoréférencer vos vecteurs non géoréférencés, typiquement des données AutoCAD ou quoi. C'est vraiment la grosse feature, le géoréférenceur vecteur. Il faudra qu'on fasse une vidéo dessus. Il faudrait que j'installe la 326, mais voilà, ça c'est vraiment la grosse feature. Désormais, dans le panneau de navigation, vous pouvez gérer les noms des champs aussi. Désormais, donc ce panneau de navigation devient de plus en plus poussé et complet et de plus en plus intéressant à utiliser. Donc là, donc ça permet apparemment c'est un nouveau mode d'édition qui permet apparemment de mettre en édition toutes les couches, plusieurs couches de manière simultanée et pas une par une, ce qui permet de gagner du temps dans la digitalisation. Donc plutôt que d'en mettre une par une, de mettre une couche par couche en mode digitalisation, pour mettre plusieurs. Désormais, vous avez accès en formulaire et widget à vos formulaires créés en Python, donc qui sont créés via Qt Designer pour ceux qui n'ont jamais utilisé. Il faudrait faire aussi une vidéo sur Qt Designer, je vais me le noter ça. Qt Designer, c'est un outil qui permet de générer ses propres formulaires, d'accord, différent de ce qu'il y a dans l'outil widget proposé par QGIS. Mais voilà, c'est du complément, c'est du Python, voilà. Mais même si l'outil de génération de formulaire de QGIS c'est déjà très puissant.
Donc là, on peut aussi customiser désormais, comme on voit dans le formulaire, c'est bien le nom des champs, la couleur des champs, la police des champs, permettre de mettre des champs en gras, etc. en couleur. Si on veut, on peut customiser notre formulaire. Donc là, pareil, là c'est dans l'éditeur de formulaire toujours. On peut, à partir de l'expression, déterminer des groupes dans le formulaire. Quand si le gars met, je dis n'importe quoi, vous avez un formulaire, si le mec met oui, alors il y a un nouveau formulaire qui va apparaître. Si le gars met non, alors il y a un autre formulaire qui va apparaître. Donc ça permet de gérer de façon dynamique vos formulaires. Et de ne pas avoir tous les champs qui apparaissent en mode édition dès le début, mais de les mettre qu'en fonction de conditions. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est l'outil de fusion d'entités. Mais comme vous le savez, quand vous fusionnez des entités de manière géographique, comme on le voit là, en général, ils les fusionnent toutes ici, sauf que ils ont toutes le même attribut. Et bien là, non. Là, vous pouvez garder comme il le dit là, les outils, les polygones fusionnés, mais de manière différente en fonction des attributs. C'est extrêmement puissant. Ça, c'est vraiment bien. C'est une bonne chose. Là, vous voyez, il y a deux éléments différents, donc ils n'ont pas fusionné malgré le fait que géographiquement ils soient contigus, se superposent. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment ça aussi une grosse feature, mine de rien. Très bonne feature. Très bonne fonctionnalité. Désormais, dans l'outil de modélisation, vous pouvez mettre des messages d'information. Ça, c'est très 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 bien aussi. Pour si jamais il y a des erreurs ou quoi, ou que vous voulez communiquer sur des méthodes quand les gens lancent des modèles, ben là, vous pouvez mettre des messages d'erreur. Très très bien. Voilà. Là, il est possible de lancer les modèles petit à petit, étape par étape. Ça, c'est pas mal. On peut lancer les modèles en tâche de fond. Pas mal. Donc là, il est possible de mettre, qu'est-ce que c'est ça, une nouvelle section d'exemple qui a été rajoutée. En plus de la section description, il y a une section exemple qui a été rajoutée dans l'édition de modèle qui permet d'aider les gens à la compréhension du modèle. Là encore, donc là on est dans les géotraitements qui ont pas mal été améliorés d'ici là. Est-il possible d'exporter, voire de partager le formulaire Qt Designer? Une fois qu'il est dans Qt, une fois que vous l'avez fait dans Qt Designer, vous l'exportez, vous l'apportez ensuite dans QGIS, donc il est possible de l'exporter et de partager le formulaire Qt Designer via différents QGIS. Mais tout ça reste dans le cas de QGIS, j'ai envie de dire. Sinon, vous pouvez l'exporter, vous exportez le formulaire en Python pur. Donc, il y a deux possibilités, soit vous exportez le formulaire Qt Designer, je sais plus c'est quoi le format, via un format compatible via QGIS. Dans ce cas-là, QGIS va pouvoir lire le nouveau formulaire. Vous pouvez le partager en différents QGIS et sinon entre différents QGIS, et sinon vous pouvez l'exporter en Python pour en faire ce que vous voulez par ailleurs. Qt Designer n'est pas propre à QGIS. Qt Designer permet de manière générale de faire des interfaces pour tout type d'outils Python. Donc là, toujours dans les géotraitements, comment faire pour là c'est pour tout ce qui est superposition, et là on ne conserve que les polygones qui se superposent qui ont les mêmes attributs. Pas mal. Donc là, nous avons des nouveaux éléments en lien avec le projet qu'il est possible de définir de manière automatique. Terrain, donc là dans le projet QGIS, on peut définir un modèle numérique de terrain par défaut. Là, on peut définir si on stocke ou pas les éléments de l'interface directement dans le projet QGIS. Là, on peut définir aussi dans le projet QGIS les couches qui sont modifiables ou pas. Là, on peut définir dans le projet QGIS dans quelle base de données seront stockés les styles. Ça, c'est pas mal. C'est tout de suite montré par défaut le nombre d'entités qu'il y a par couche.
Et là, il est possible de passer des éléments qui font partie, des variables qui font partie de QGIS, des variables d'environnement de QGIS. Alors, on est vraiment dans les paramétrages, c'est vraiment des fonctionnalités propres au projet. Là, dans les défauts du projet, on peut définir des symboles par défaut, des dégradés de couleurs par défaut. Donc là, apparemment, le profil plot, je ne suis pas allé voir récemment, mais j'ai l'impression que le profil plot, donc l'outil de gestion des levées topo, des profils d'élévation, si j'ai oublié le mot, ont été intégrés de manière native à QGIS, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités nouvelles qui ont été achetées, notamment les profils topo, les profils topo pour les nuages de points, pour les MNT, etc., etc. Donc ils ont rajouté pas mal d'éléments dans la génération de ces profils topo. Mesurer les distances entre les points, voilà, ça peut s'exporter en PDF, etc., etc. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, on le fera un profil topo sur des nuages de points. C'est très très puissant et ça permet de faire notamment des skyline, donc des skyline, tac tac, des profils urbains. On va chercher le mot. Des profils urbains. Donc des profils topo mais urbains. Des profils profil urbain, ouais, c'est ça. Donc ça, on le fera à un moment donné, on fera une vidéo sur ça. Donc pareil, il est possible de modifier les éléments du profil topo. Ah ouais, oui, complètement. Donc là, vraiment, le profil topo est intégré de manière native à QGIS, ce qui est pas plus mal. Pas besoin d'installer une extension, qui est vraiment une fonctionnalité essentielle dans les SIG. Il est possible de mettre des symbologies spécifiques pour des nuages de points. Et donc là, on voit typiquement un nuage de points vu du dessus. Et là, c'est très très bien parce que désormais, dans les profils topo, on peut même rajouter des éléments vecteurs sur le profil topo. Donc là, vous voyez, typiquement dans le profil topo, vous avez votre MNT, mais vous avez aussi vos éléments vectoriels. C'est vraiment très bien cette feature aussi. Je suis fan de cette nouvelle fonctionnalité. Salut Joseph, salut. Donc cette nouvelle fonctionnalité aussi, très grosse fonctionnalité du profil topo. Déjà le fait que le profil topo soit intégré de manière native dans QGIS et le fait qu'on puisse dans nos profils topo désormais même rajouter des éléments vectoriels. Ça c'est vraiment très bien pour faire des profils topo globaux. Et juste pour revenir à là vous avez un profil topo basé sur les nuages de points. Donc ça aussi c'est très puissant et on en fera. Donc là il est possible de créer des marquages spatiaux dans QGIS à partir du menu contextuel. Désormais, bon ça voilà, donc ça c'était les fonctionnalités. Puis là on va voir les nouveaux fournisseurs de données, le Esri Vector Tile Package, donc Tile Package GIS. Donc ça c'est les données vectorielles tuilées d'Esri. Les logins aussi sont mis en SQL. Et QGIS Server. Donc là, ça c'est pas mal ça. Ça permet de vérifier la mise à jour des projets QGIS. Là, c'est un nouveau serveur pour le placement de la surbrillance des polices. Et la gestion des variables temporelles dans les WMS. Donc voilà, on a fait le tour des nouvelles fonctionnalités de QGIS. Très bien. Franchement, le géoréférenceur vecteur et tout ce qui est en géotraitement et le profil topo sont vraiment des fonctionnalités que j'aime beaucoup. On a déjà une demi-heure de vidéo, quand même, mine de rien, donc il y a beaucoup de nouveautés. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura évidemment de nouvelles vidéos et de nouveaux lives qui vont reprendre là puisque les vacances sont terminées. Et donc voilà, pas mal de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner etc à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Est-ce que vous avez des questions sur le chat avant de couper l'antenne? Et sinon je vous dis à bientôt et ciao.